Shalom et merci d'être Lumière du Monde Télévision. Le prestige est encore au rendez-vous sur nos antennes. Elview, la tribune réservée à l'élite et au prestige sur Lumière du Monde Télévision, est encore dans vos salons, dans vos maisons, dans vos familles, pour recevoir un invité de marque, et non des moindres, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Matthias Wiltin. Avec notre invité, nous parlerons de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne et nous aborderons naturellement la présentation de la République fédérale d'Allemagne à notre public. Excellence, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur, mesdames, et bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est surtout à vous le merci parce que nous sommes très occupés, mais vous avez eu le temps de nous accorder cet entretien. En tout cas, merci infiniment. Justement, merci. Comment ça se dit en allemand? Vielen Dank. Vielen Dank. Je prononce bien? Vielen Dank. Exact. Voilà, merci Excellence. Alors sur ce plateau, vous le constatez, je ne suis pas seul, je suis avec des consoeurs avec qui nous allons mener cet entretien. J'ai donc le plaisir de vous présenter Segui Ivan, journaliste. Son Excellence, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue à Lumière du Monde Télévision. Merci beaucoup. Juste à côté de Segui, Priska Malan. Bonjour Excellence, Aquaba. Merci. Voilà, c'est donc cette équipe qui va, comme je le disais tantôt, Excellence, conduire cet entretien sur Lumière du Monde Télévision. Mais avant, la tradition, c'est bien de connaître notre invité sur le plateau. Et c'est Segui qui va donc se faire le grand honneur de vous présenter votre biographie à notre public. Son Excellence Matthias Weltin est l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Né le 1er mars 1961 à Tübingen, en Allemagne, il est marié et père de 2 enfants. Il obtient son baccalauréat en 1980 et commence son service civique qu'il termine en 1981. C'est à l'université de Tübingen qu'il poursuit ses études supérieures et y obtient sa maîtrise en philosophie en 1987. Durant 2 ans, M. Matthias Weltin suit une formation préparatoire au niveau supérieur du service diplomatique de 1988 à 1990 avant de faire ses premiers pas en tant que diplomate de la République fédérale d'Allemagne, aussi bien au sein de son ministère de tutelle que dans ses représentations à l'étranger. Au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin, il a occupé les fonctions de chef de division adjoint et de chef de division de 1996 à 1999, de 2003 à 2007 et de 2012 à 2015. À l'étranger, il exercera dans différentes ambassades d'Allemagne, notamment de 1990 à 1993 à Moscou, en Russie, de 1993 à 1996 à Lomé, au Togo, de 1999 à 2003 à Oslo, en Norvège, de 2007 à 2012 à Abuja, au Nigeria. Depuis 2015, son Excellence M. Matthias Weltin est successivement ambassadeur à Conakry de 2015 à 2019, Lomé de 2019 à 2023 et maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En effet, depuis août 2023, il a déposé sa valise diplomatique à Abidjan en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voici présenté l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, M. Matthias Weltin. Merci Ivan Segui pour cette présentation. Notre invité, Excellence, vous auriez quelque chose à ajouter à cette présentation? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. On a parcouru toute votre carrière diplomatique. Exact. Justement, en parlant de diplomatie, à la lecture de votre présentation, vous êtes un diplomate chevronné. Et vous avez fait plusieurs pays. Vous êtes donc un habitué du soleil africain pour avoir fait des pays comme le Nigeria, la Guinée, Conakry, le Togo, aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Dites-nous, cela dure combien d'années que vous êtes sous les tropiques africains? Ah, c'est vrai, hein, j'ai maintenant dans le service des affaires étrangères depuis presque 34 ans et presque la moitié, 17 ans, j'ai servi en Afrique directement. Donc on peut dire que c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un Africain aujourd'hui? Oui, du moins à la moitié. Voilà. Alors, Excellence, petit exercice. Vous avez servi dans tous ces pays africains susmentionnés. Alors, aujourd'hui, si vous deviez qualifier l'Afrique, que serait ce mot-là, cet adjectif-là, que vous donneriez? Bon,
les plus importants pour moi, ça c'est le contact avec la population. Et je dois dire, bien sûr, aussi la Côte d'Ivoire, ça c'est un pays à quoi base, je sais, mais l'accueil dans toute l'Afrique était toujours même très ouvert, très chaleureux. Et c'est donc très, très sympa à coopérer avec les gens. Et ça, c'est pas seulement avec les gouvernements, mais aussi avec la population de la rue et aussi avec les journalistes, si j'ose le dire. Dans le même élan, Excellence, quelle image retenez-vous de l'Allemagne dans tous les pays que vous avez parcourus jusqu'à présent? Bon, ça, c'est vraiment une réputation extraordinaire. Les Allemands sont partout vus avec une certaine admiration, je crois, pour des qualités comme rigueur, comme exactitude, comme la technique. Quelquefois, je crois, c'est un peu exagéré, hein, c'est idéalisé. Mais bien sûr, on profite comme ambassadeur d'Allemagne toujours de cette perception positive. Et cette perception est très souvent aussi confirmée par des gens qui travaillent, par des Africains qui travaillent dans une relation bilatérale. Excellence, vous avez tout à l'heure parlé de rigueur, qui est une marque de référence du peuple allemand. Est-ce qu'on pourrait savoir d'où est-ce que vous tirez cette culture de la rigueur, du travail bien fait? Ça, c'est difficile à dire probablement historiquement. Il y a des raisons. Bien sûr, ça, c'est une culture qui s'est développée. Comme je l'ai dit, c'est quelquefois exagéré aussi. Mais bien sûr, le fait que, par exemple, l'économie de l'Allemagne est très concentrée sur une industrie de haute qualité, le besoin d'être très exact dans la vie, ça c'est aussi une condition pour le succès de ce travail. Mais en principe, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'Allemands qui sont assez relâchés, et donc c'est comme je l'ai dit, une image peut-être idéalisée, ce qu'on a fait de l'Allemagne. D'accord. Alors, nous allons à présent nous atteler à présenter l'Allemagne. L'Allemagne est au centre de l'Europe avec 9 voisins qui l'entourent. Cette position géographique est-elle un atout pour votre pays? Yeah, ça, c'est historiquement, c'était un défi au cœur de l'Europe, avec un Moyen-Âge aussi. Les temps modernes, c'était une situation politique très exposée. Aujourd'hui, où nous avons heureusement une Europe unifiée, où les frontières sont ouvertes, cette position est un avantage économiquement, aussi politiquement, parce qu'on est très proche aux partenaires dans tous les coins de l'Europe. Et l'Europe, jusqu'à maintenant, et le partenaire ou les pays de l'Europe sont les partenaires prioritaires pour l'économie de l'Allemagne. Excellence, 30% de votre territoire est couvert par la forêt, et ce qui permet à votre pays de bénéficier d'un climat tempéré avec des pluies. Est-ce que ça a un impact, cette disposition naturelle a un impact sur les activités de votre pays? Probablement oui. Peut-être aussi, ça c'est toujours, si on connaît les hivers où ça fait très froid, on connaît un besoin de se préparer bien pour une longue période, c'est-à-dire on doit travailler avec une manière de prévision, beaucoup plus que dans d'autres continents. Peut-être ça a vraiment influé l'habitude ou la culture en Allemagne en général. D'accord. Alors, Excellence, la République fédérale d'Allemagne a un aigle sur son drapeau. Ça a quel sens, cet aigle-là? Ça, c'est fait de l'histoire. L'aigle, ça, c'est dans les armoires déjà au Moyen-Âge de l'Empire de l'Allemagne. Et historiquement, ça vient de Rome, hein, parce que officiellement, l'Empire d'Allemagne Moyen-Âge était le successeur, comme on a dit à l'époque, de l'Empire romain. Donc, vous voyez, l'histoire de l'Europe est très compliquée et il y a des racines qui sont ailleurs. Pour cela aussi, cet aigle pour l'Empire de l'Allemagne. L'aigle représente généralement la force, la résilience, la beauté, le prestige. Comment se traduit ce symbolisme dans la vie des Allemands? Ça, c'est une question intéressante parce que pour les Allemands, je crois, ça c'est justement un symbole qui s'explique par l'histoire. Et je devrais vous dire que pour les pays, les États fédéraux,
qui constituent l'Allemagne. Nous avons aussi d'autres armoires avec les animaux comme l'os, avec le lion, avec le cheval, etc. Donc c'est peut-être disons pas un symbole d'identification à cause des vertus ou avec les qualités attribuées, mais justement comme symbole historique pour l'Allemagne. Merci, Excellence. Parlons à présent politique, notamment de l'organisation des pouvoirs politiques en Allemagne. On le sait, deux institutions cohabitent en termes de pouvoir en Allemagne. Nous avons d'un côté le pouvoir présidentiel incarné par le président et de l'autre le pouvoir parlementaire incarné par le grand chancelier de l'ordre allemand. Alors dites-nous, comment cohabitent ces deux pouvoirs en termes de prise de décision? En principe, nous avons un système parlementaire et c'est le chancelier, c'est le gouvernement qui décide, qui prenne les décisions. Le président, et je ne dirais pas c'est seulement cérémoniel, mais ça c'est quelqu'un qui est hors de question de la politique actuelle, donc ce n'est pas prévu que le président intervienne dans la politique. Je sais que le terme cohabitation, ça vient du système semi-présidentiel, semi-parlementaire, la France par exemple, où vous avez une majorité différente à l'Assemblée que l'orientation du président. Ça, ce n'est pas le cas. Donc, le président, chez nous, c'est vraiment une personnalité qui est justement la personnalité protocolaire à la tête de l'État. Alors, le chancelier est proposé par le président et c'est le Parlement qui va choisir par voie électorale le chancelier. Le président, lui, comment est-ce qu'il est élu? Comment est-ce qu'il est choisi? Ça, c'est intéressant aussi pour les leçons de l'histoire. Ce n'est pas un suffrage universel direct, mais ça, c'est une assemblée fédérale, une institution de notre Constitution qui est spécialement justement pour élire le président. Cette assemblée consiste, la moitié des membres, c'est notre assemblée nationale, le Bundestag, et même nombre de personnes qui sont envoyées par les parlements de nos États fédéraux. Vous savez, de principe, nous sommes un pays fédéral et ce sont les États fédéraux qui constituent la République fédérale d'Allemagne. Donc, c'est très important d'avoir une participation active des pays et des États fédéraux aussi à l'élection du président de la République chez nous. Donc moitié-moitié, moitié élément des élus directement par toute la population. Deuxième, ça c'est la partie des pays fédéraux. Et justement, Excellence, il y a plusieurs régimes politiques dans le monde. Il y a, vous l'avez cité tout à l'heure, des régimes présidentiels, des régimes semi-présidentiels et des régimes parlementaires. Pourquoi est-ce que l'Allemagne opte pour un régime parlementaire? Ça, c'est aussi une leçon de l'histoire. Vous savez, avant cette démocratie qui date depuis 1949, nous avons vu la dictature hitlérienne des national-socialistes. Et donc, on a reconnu que ce n'est pas bien d'avoir un système qui donne trop de pouvoir à l'exécutif, au gouvernement, mais on doit avoir un parlement, un système parlementariste qui est forte et qui représente tout le pays. Deuxièmement, je viens de dire, l'élément fédéral est très, très important. Et donc, on peut garantir mieux cette participation de fédéralisme dans un système parlementaire. Un système présidentiel, normalement, est très centralisé, à la tendance à la centralisation. Donc, plus de démocratie avec le système parlementaire? Bon, plus de démocratie pour les Allemands. Je n'exclus pas que pour d'autres nations, surtout avec une autre structure, avec une autre histoire, peut-être un régime présidentiel peut être plus logique. Mais en tout cas, une représentation parlementaire me semble être vraiment un garant pour la démocratie. Excellence, dans l'exercice de ces fonctions, justement, le président, selon l'article 55 de votre Constitution, ne peut ni appartenir au gouvernement ni à un organe législatif. Ma question, c'est, serait-ce pour préserver l'indépendance de sa fonction?
Ja, c'est clair, das ist richtig. Dans ce cas-là aussi, vous savez, la constitution de l'Allemagne s'explique largement des expériences faites par les prédécesseurs, par la dictature, mais aussi par la première démocratie. Et donc, dans ce cas-là, on a aussi vu la dictature hitlérienne a combiné les deux fonctions, par exemple du président et de chancelier ou de chef de gouvernement, et ça a abordé à la dictature. Donc, et pour ajouter en plus, mais ça c'est pas dans la Constitution, mais ça c'est la bonne tradition, chaque président de nous qui vient normalement d'un parti politique, il suspend sans être membre de ce parti pendant la période pour démontrer vraiment qu'il est hors de la vie des partis politiques. Mais ça, c'est pas c'est déjà tradition politique chez nous. Toujours parlant de la démocratie parlementaire qui est très répandue dans le monde aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, comment pourriez-vous l'expliquer en tant que diplomate? Ja, je viens de dire, nous pensons, moi-même, ça c'est une conviction personnelle, la démocratie parlementaire garantit vraiment une participation de la population. Si vous, dans un pays, vous avez des groupes différents qui veulent être représentés, on a avec un Parlement un bon véhicule pour vraiment garantir cette participation active des groupes, des régions différentes, des groupes souches de la société différentes, etc., des groupes d'intérêt. Voilà, le Parlement, avec ses représentants, peut vraiment être un très bon outil pour exprimer, disons, les intérêts de la population. Merci, Excellence. Nous allons aborder à présent l'économie, mais avec un pan de l'histoire. En 1945, l'Allemagne sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays dévasté et un territoire occupé par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, sans oublier l'Union soviétique. À partir de 1948, c'est un réveil. L'Allemagne se reconstitue. On est tenté de savoir comment, au sorti d'une guerre avec un pays aussi dévasté, en moins de 2 ans, 5 ans, c'est un pays qui se reconstitue économiquement et qui fait d'ailleurs une force, la première force économique de l'Union européenne aujourd'hui. On parle chez nous d'un miracle économique, ça c'est aussi vrai si on voit la situation justement après la guerre. Il y a plusieurs facteurs, mais je veux nommer seulement 2 qui me semblent être les plus importantes. Premièrement, bien sûr, il y a une destruction massive de l'infrastructure en Allemagne, mais quand même, il y a la qualité des personnes formées, c'est-à-dire les ressources humaines existaient encore. Et ces ressources humaines, après cette expérience terrible, avec aussi cette idée fausse de se plonger dans une guerre agressive, les Allemands se sont dirigés vers l'économie. Ils ont un peu aboli, je dirais, du moins la politique sur le plan international. Mais deuxième point aussi très important, les vainqueurs, surtout les États-Unis, ont changé la politique. Auparavant, c'était normal qu'on voulait, disons, supprimer les vaincus, mais les Américains ont reconnu qu'il faut, disons, recouvrir les dépenses de la guerre. Et donc, pour cela, c'est important que aussi l'Allemagne voit une relance économique. Ça c'était finalement aussi la raison politique, parce qu'on est entré très vite dans la phase de la confrontation Est-Ouest. Et bien sûr, c'était aussi l'intérêt d'avoir un allié fort pour cette confrontation. Nous allons toujours rester dans l'histoire. Nous l'avons dit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est occupée. Nous avons du côté ouest la RFA, qui est occupée par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et puis du côté de l'Est, occupée par l'Union soviétique, la RDA. C'est 2 économies qui sont aux antipodes l'une de l'autre, mais à partir de novembre 1989, on assiste à un événement mondial,
l'écroulement du mur de Berlin qui débouche sur l'unification de l'Allemagne. Est-ce que ces deux économies ont contribué à asseoir une économie forte de l'Allemagne après l'écroulement du mur de Berlin? Bien sûr, la réunification de l'Allemagne a changé la situation des poids en Europe et j'étais déjà témoin très actif à cette époque-là dans le service des affaires étrangères pour voir qu'il y avait des inquiétudes par des partenaires en Europe. Auparavant, vous voyez, il y avait 4 pays au cœur de l'Union européenne existante qui comptaient à peu près le même nombre d'habitants. 60 millions, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Et après, l'Allemagne est devenue, par nombre déjà des habitants, une force plus grande que les autres. Une force démographique? Point de vue géographique aussi. Mais bien sûr, on a réussi à vraiment approfondir l'intégration de l'Union européenne, par l'Union européenne. Donc, les inquiétudes qui étaient là auparavant que l'Allemagne va jouer son rôle beaucoup plus au sein de l'Union européenne, on a donné des éléments de la souveraineté à l'Union européenne, finalement aussi notre chère marque allemande, notre monnaie. Donc ça c'était les conditions cadres. Bien sûr, de l'autre côté, l'Allemagne a beaucoup profité du fait que maintenant les marchés de l'Europe de l'Est étaient ouverts économiquement. Donc pour cela, bien sûr, ça c'était une situation très favorable pour l'Allemagne, mais il faut reconnaître aussi pour les pays de l'Europe de l'Ouest aussi, y compris, et de l'Est, si on voit maintenant les développements que ces pays ont pris économiquement pendant les 30 ans qui sont passés. D'accord. Excellence, nous l'avons dit, l'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne, mais pas que. Elle est également la 3e puissance économique mondiale après les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, nous connaissons les marques de l'automobile allemand, sans citer de marque. Est-ce que l'industrie allemande, automobilière allemande, a un pilier important dans votre économie? Bon, en tout cas, je sais que les marques allemandes sont très reconnues partout et l'économie automobile joue un très grand rôle aussi parce que ça représente à peu près 5% de notre produit intérieur brut. Ce qui est beaucoup, mais je voudrais ajouter l'industrie en général est plus forte en Allemagne que dans presque tous les autres pays de l'Europe. Donc, notre économie, c'est vrai, est encore plus concentrée sur le secteur secondaire, industriel, et traditionnellement, les secteurs de l'automobile jouent un très grand rôle jusqu'à maintenant, c'est vrai. Le secteur de l'automobile joue un très grand rôle et il est de ce fait le leader du marché avec un chiffre d'affaires de 506 milliards d'euros pour l'année 2022. Ça fait beaucoup. Nous voyons aisément que cette industrie participe fortement à la croissance et à la prospérité du pays, donc de l'Allemagne. C'est une industrie d'exportation. Quels sont les pays ou continents qui sont les premiers marchés des véhicules allemands? Pour les véhicules qui sont produits en Allemagne même, ça c'est les États-Unis d'abord, après la Chine et le Royaume-Uni, et après, je crois, la France et les autres pays de l'Europe. Pour la réalité de notre industrie automobile, il faut savoir que, par exemple, il y a beaucoup de sites de construction des usines en Chine. Donc, la Chine, définitivement, actuellement, fait un tiers disons, de vente, exportation et production en Chine de l'industrie automobile de l'Allemagne. Donc, nous sommes bien implantés encore en Chine, mais c'est vrai, ça reste aussi pour l'Allemagne un facteur ou un élément pour l'exportation. Alors, Excellence, nous allons toujours rester dans les 4 roues, dans l'automobile. Aujourd'hui, le monde entier parle
de transition énergétique. Et pendant ce temps, l'Allemagne décide de mettre en place une politique qui s'abstient de subventionner l'achat des véhicules électriques. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir une répercussion sur le marché local en termes de vente de véhicules, puisqu'on sait que, vous l'avez dit, l'industrie automobile est l'un des piliers de l'économie allemande? Nous avons actuellement et franchement une grande discussion en Allemagne en ce qui concerne les automobiles électriques parce qu'il y a beaucoup qui disent que les entreprises traditionnelles étaient trop lentes, trop réticents en ce qui concerne les recherches et la production. De l'autre côté, vous savez, par exemple, Tesla a ouvert une usine il y a récemment en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les autres conditions, c'est qu'on a besoin, la qualité des sous-traiteurs, les entreprises qui produisent des parts pour la production, ça c'est bien installé en Allemagne. Donc actuellement, c'est vrai, on doit, je crois, faire plus. Ça c'est aussi un appel de notre gouvernement et aux entreprises pour se concentrer encore plus dans le secteur des automobiles électriques. Excellence, toujours dans l'industrie automobile allemande. Vous êtes moins implanté en Afrique subsaharienne, mais par contre, on vous retrouve en Afrique australe et plus précisément en Afrique du Sud. Pourquoi le choix de ce pays-là? Ça change aussi. Bien sûr, depuis quelques années, existe une usine BMW en Égypte et Volkswagen a récemment ouvert des usines au Ghana et en Rwanda. En Afrique du Sud, on est traditionnellement bien implanté, mais ça c'est une longue histoire qui date aussi de la période. Aujourd'hui, on devrait être aussi assez critique de la période de apartheid avant la libération de l'Afrique du Sud. Ça c'est lié aux standards de l'industrie en Afrique du Sud qui existe sans doute avec des conditions cadres qui sont aussi favorables pour une production de qualité là-bas. Mais ça change, comme j'ai dit, les premières usines sont ouvertes ailleurs en Afrique. Le secteur de l'économie allemande qui emploie le plus, en Allemagne. Quel est le pôle, le secteur qui emploie le plus? Bon, aussi chez nous, ça c'est pour l'économie dans l'ensemble, le secteur tertiaire, les services. J'ai quand même dit que la participation ou la part de l'industrie est plus grande qu'en d'autres pays. Donc, si on prend, par exemple, les employés ou les acteurs dans l'économie, vous avez probablement à peu près 46-47 millions des personnes actives dans la vie économique. Et vous avez dans l'industrie 7,5 jusqu'à 8% dans l'industrie même. Ce qui est beaucoup, hein, mais bien sûr la grande majorité, ça c'est dans les services et dans le commerce et le transport, etc. Agriculture seulement pour ajouter des millions à peu près en Allemagne. Voilà. Excellence, nous allons à présent parler de coopération ivoiro-allemande. En ouvrant ce temps d'antenne, nous avons indiqué que nous présenterons l'Allemagne, mais nous parlerons également des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Justement, comment se portent les relations, la coopération ivoiro-allemande? Elle se porte excellente. Je peux dire avec fierté aussi à cause de bons partenariats avec les institutions de votre pays. Prenons un exemple, j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration de la première station solaire de votre pays à Bundiali au nord la semaine passée, le 3 avec le Premier ministre. Cette station solaire est produit aussi de la coopération bilatérale avec l'Union européenne aussi, c'est-à-dire un financement venant de l'Allemagne et avec une partie européenne et avec une construction qui maintenant présente aux autres
qui ont les plans pour élargir les réseaux des stations solaires, comment on peut le faire avec une très haute qualité. Voilà, ça c'est un élément de la coopération actuelle. D'ailleurs, on a déjà aussi posé la première pierre pour une extension de cette station solaire qui sera bientôt, l'année prochaine, la plus grande station solaire dans l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a beaucoup des champs de la coopération. Je voudrais nommer surtout ici notre accompagnement en ce qui concerne les perspectives pour la jeunesse, pour la préparation, pour l'emploi, pour accompagner le processus de la formation professionnelle et aussi les éléments pour encourager l'entrepreneuriat ici et en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est un élément, un pilier. Il y a d'autres, je pourrais bien sûr aussi mentionner. Je pense que nous aurons l'occasion de parler justement de la formation professionnelle tout à l'heure. Excellence, le 20 novembre 2023, en marge du G20, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se sont engagées à Berlin dans un nouveau partenariat de coopération dans les secteurs axés sur des chantiers importants dans la protection des forêts, la préservation de la biodiversité, les investissements dans les réseaux électriques et énergies renouvelables. Ce partenariat dénommé P+. Alors, durant toute cette année-là qui a été signé cet accord, quel bilan est-ce que vous faites en ce moment même? C'est peut-être plutôt un constat. C'est un partenariat assez jeune, mais on peut se baser déjà sur des programmes qui étaient au cours avant la conclusion de ce partenariat. On était déjà engagé dans le secteur de protection de forêt, par exemple, aussi dans le secteur agriculturel pour garantir une agriculture qui est en relation avec les défis de changement climatique qui réagissent au changement pour les cultivateurs, etc. Donc ça c'est sur le bon chemin, mais pour moi c'est très important de mentionner on est dépendant des objectifs ambitieux du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et ici on voit vraiment la détermination de faire avancer ces sujets. Il y a bien sûr plusieurs réponses qui sont nécessaires dans plusieurs secteurs concernant le changement climatique, mais il y a aussi, parlant des forêts, une ferme intention de vraiment pas seulement garder la situation des forêts comme elle est actuellement, mais aussi d'un reboisement pour recultiver le terrain des forêts. Bon, ça c'est un exemple seulement, mais il y a beaucoup de secteurs où nous sommes engagés avec la coopération. L'agriculture est la mamelle nourricière de l'économie ivoirienne. Comment se présente la balance des échanges commerciaux entre nos deux pays? Voilà, ça c'est à mentionner qu'on doit parler du cacao. Bien sûr, pour donner un exemple, la consommation, j'ai vérifié les dates, la consommation de chocolat en Allemagne par habitant, chaque année, ça c'est 9 kg. Chocolat, hein, pas cacao. Ça veut dire vous avez pour chacune, chaque jour, une tablette chocolat. Une très grande consommation. Vous pouvez voir avec ce nombre, on est presque le top en Europe, hein, mais il y a les plus grands consommateurs encore. Mais pour revenir au sujet, bien sûr, on a besoin de cacao aussi de plus grands producteurs du monde. Donc, je crois 60% de votre production, ça va en Union européenne, une bonne partie pour l'Allemagne. Donc, le bilan, la balance est vraiment marqué de commerce par le cacao. On peut les cajous aussi et les autres produits, mais le chocolat partout. Excellence, vous avez moi-même aussi, je crois, moi-même,
c'est bien possible que je consomme moi-même 9 kg par an. D'accord, excellent. Alors, vous avez déjà répondu plus ou moins à la question suivante, mais moi, ce que je voulais vous demander, quels sont les produits que l'Allemagne importe, en plus du chocolat, du cacao, etc., à la Côte d'Ivoire, et quels sont les produits agricoles importés par la Côte d'Ivoire à l'Allemagne? Yeah, donc, je crois, si je vois les chiffres sans entrer dans les détails, c'est vraiment ce qui concerne l'exportation de la Côte d'Ivoire marquée cacao et autres productions. Il y a un peu de caoutchouc aussi, donc les plus grandes choses, peut-être aussi un peu de café, mais ça c'est le secteur, les produits d'agriculture. Dans l'autre sens, je pense que le commerce est marqué par les machines, par les automobiles, etc. Je ne sais pas si vraiment il y a une exportation de l'Allemagne remarquable des produits agricoles, des denrées alimentaires. Je ne crois pas. Si je vois les chiffres, les statistiques, c'était vraiment plus tôt et j'espère que ça va augmenter aussi. Les machines, par exemple, pour la transformation de vos produits. D'accord. Alors, excusez-moi, vous avez parlé d'entrepreneuriat, le soutien de l'Allemagne à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Justement, il y a un nouveau paradigme qui se développe. On parle de start-up. Dans la politique d'aide au développement de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une place réservée à la promotion des start-up? Il y en a. Je peux vous donner 2 exemples. Un exemple, ça c'est, j'ai visité cet endroit, une école technique à Korogo, où l'Allemagne a financé et accompagné l'introduction d'une filière, en plus une filière qui forme des jeunes dans le secteur de l'énergie solaire, c'est-à-dire travailler avec les panneaux et installer des petites et aussi des plus grandes stations solaires, les techniciens qui sont nécessaires. Je viens de parler d'une grande station solaire, mais bien sûr, l'idée avec l'énergie solaire, ça c'est aussi avoir accessible pour toute la population, du moins pour les petites entreprises. Ces gens-là sont tout d'abord bien sûr formés sur le niveau technique, mais ici aussi on a un soutien pour s'ils veulent devenir petits entrepreneurs. Un autre élément qui démontre que l'implication des entreprises est nécessaire. La semaine passée aussi, j'étais à la signature d'un contrat, au lancement d'un programme, un cofinancement encore une fois avec l'Union européenne. Cette fois-ci, elle partage plus, et la compagnie Orange, et l'Allemagne, où la GIZ, notre agence de coopération, exécute le projet. Ça, c'est un projet où la compagnie Orange forme des jeunes dans quelques secteurs du digital. Bon, je ne connais pas les détails, mais ça, c'est bien sûr la compétence de l'Orange d'un côté, mais pour l'objectif est avoir des gens qui sont capables à travailler avec les applications dans le secteur agricole. Vous avez mentionné le secteur qui est au cœur de votre économie, votre emploi. Et maintenant, tout le monde le sait, on doit moderniser ce secteur aussi, avec aussi les procédures, la surveillance, le commerce, etc. Donc, on a besoin des experts pour le numérique dans l'agriculture aussi. Donc, la coopération entre les trois, et parce que, bien sûr, tout le monde le sait, Orange va aussi un jour profiter du fait qu'il y a de plus en plus qui utilisent le digital et Orange, je pensais ça, mais tous les autres sont aussi le bienvenu pour de tels modèles de coopération. Ils profitent à long terme parce que ça va élargir les réseaux et les possibilités commerciales aussi pour Orange même. Voilà, ça c'est un peu 2 exemples pour la coopération. J'aime toujours de présenter quelques exemples concrets. C'est pas tout.
Il y a aussi une assistance, accompagnement structurel pour le ministère compétent et pour les structures de secteur privé, mais pour avoir un résultat concret, voilà deux exemples. Est-ce que dans cette coopération dont vous parlez, il est prévu le transfert des compétences? Exactement, bien sûr. Ça, c'est la raison pour laquelle on a un partenaire aussi privé qui aussi est beaucoup mieux placé très souvent pour vraiment, disons, transférer les choses qui sont nécessaires. Ce n'est pas l'école dans le sens strict, mais ça c'est vraiment un acteur qui sait on a besoin de telle ou telle direction d'experts et donc on les forme. Alors le monde est un village planétaire aujourd'hui, les barrières s'effondrent pour laisser circuler librement les biens et les personnes. Je suis africain, je souhaiterais investir en Europe, notamment en Allemagne. Quelles sont les opportunités d'affaires qui s'offrent à moi? Bon, l'Allemagne est en principe ouverte pour les investissements de l'extérieur et bien sûr, je sais de plus en plus, il y a aussi un potentiel en Afrique. Si je vois les succès des entrepreneurs d'origine africaine en Allemagne, je dois dire qu'il y a surtout un succès dans le secteur de services, de logistique, de transport. Pourquoi? Peut-être ça c'est plus simple d'entrer les investissements vis-à-vis un investissement dans une industrie déjà très élaborée, c'est beaucoup plus modeste, mais je crois que ça c'est aussi peut-être un avantage, avoir une attitude, parce qu'on a besoin des gens qui sont service-minded, on dit en anglais, orientés vers le service, avec l'attitude, avec l'approche, etc. Donc j'ai vu vraiment beaucoup d'histoires de succès et ça c'est fait avec au début un très petit investissement, donc pas trop d'argent nécessaire. D'accord. Nous allons parler éducation et j'avoue que nous allons allègrement vers la fin de notre émission. Alors éducation, comment se présente le système éducatif allemand? Ça c'est en principe très proche comme on connaît ici avec école primaire, 4 ans ou 6 ans et secondaire obligatoire en Allemagne, c'est maintenant école pendant 10 ans et bien sûr aussi la possibilité avec lycée 12 ans, 13 ans pour obtenir le bac ou l'équivalent de baccalauréat et après un système universitaire très diversifié. Voilà. Et quels sont les avantages d'étudier en Allemagne? Voilà, ça c'est bon. Pour énumérer quelques-uns, peut-être la qualité des recherches aussi, pas seulement de l'enseignement. Il y a des institutions, un réseau de recherche et d'enseignement très élargi, très spécialisé quelquefois, très bien dans un réseau sur le plan international, avec des bonnes chances aussi d'aller ailleurs dans les échanges et aussi quand même, ça c'est aussi un avantage pour les étudiants de l'étranger. Dans beaucoup de villes, la vie n'est pas trop chère. Donc c'est vraiment un petit groupe des avantages, mais je tiens beaucoup d'expliquer qu'on est vraiment bien connecté si on fait les études en Allemagne. Son Excellence, pour les jeunes Africains qui vont étudier en Allemagne, comment sont-ils accueillis et quelles sont les conditions à remplir pour aller poursuivre ses études en Allemagne? Bien sûr, pour les conditions concrètes, il faut consulter notre site web. Mais en bref, ici, tout d'abord, on doit avoir le droit accès à l'université. Normalement, si on parle de la Côte d'Ivoire, le bac d'ici correspond à cette exigence. Mais ce sont en Allemagne finalement les universités qui décident. Et si on prend les cours en allemand, on doit avoir un certain niveau en allemand. Si on peut en théorie aussi prendre beaucoup de cours en anglais. Le français, ce n'est pas trop répandu. Pour l'Allemagne, on a besoin d'un visa aussi. Ça, c'est une procédure qui exige quelques conditions, bien sûr. Et de ma part, et je ne voudrais pas entrer trop dans les détails, mais on devrait avoir
les moyens financiers pour la première année des études. Et généralement, dans quel domaine d'études retrouve-t-on ces jeunes Africains dans les universités ou les grandes écoles? Quelle est la filière qu'ils choisissent généralement? Ça, j'ai seulement une sorte de connaissance anecdotique parce qu'il n'y a pas de statistiques chez nous sur ce fait. Par tradition, on a envoyé les jeunes Africains, surtout en Allemagne, pour des professions, des formations sérieuses, si j'ose le dire. Il y avait la médecine, il y avait l'agriculture, il y avait aussi des sciences ingénieurs, etc. Ça, dans un certain degré, existe encore. C'est-à-dire, peut-être ça c'est aussi les réputations de nos écoles. On est très concentré sur ce secteur. Mais il y a aussi d'autres qui viennent en Allemagne pour étudier ethnologie, par exemple, ou les sociologies, etc. Alors, Excellence, est-ce qu'au titre de la coopération ivoiro-allemande, vous octroyez des bourses d'études aux jeunes Africains ivoiriens? On a, de la part de l'Allemagne, il y a toute une série de bourses qui existent, qui sont ouvertes, mais qui sont ouvertes pour presque tout le monde. Je sais qu'avec beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire connaît un système de bourses octroyées par quota, un certain nombre chaque année, et les gens sont élus ou identifiés et choisis. L'Allemagne a aboli ce système. On est ouvert, les bourses qui sont offertes par nos institutions très différentes sont ouvertes pour chacune. Mais il y a maintenant actuellement un focus sur des études d'une deuxième stade, c'est-à-dire pas pour toute la vie, toute la formation universitaire, mais disons ça commence avec les masters, avec les doctorats, etc. Il y a quand même les acteurs étatiques, mais aussi par exemple les fondations politiques donnent quelques bourses aux personnes qualifiées. Il y a des bourses accordées par les institutions civiles privées en Allemagne. Donc, il faut vraiment s'orienter. Je sais, pour l'explication vers l'extérieur, c'est quelquefois difficile pour moi, parce qu'on parle toujours, oh, vous n'accordez plus de bourse. Ce n'est pas vrai, mais c'est une autre sorte de compétition. On peut se renseigner sur les sites différents, mais aussi là, on peut consulter surtout le site de l'échange académique de l'Allemagne. D'accord. Alors, nous allons passer tout à l'heure à la dernière rubrique. Le temps pour nous de vous poser une question sur la santé. Selon des études, la population allemande sera estimée en 2024 à plus de 83 millions de personnes. Et le pays emploie 421 000 médecins. Est-ce que ce chiffre est suffisant pour une prise en charge des populations? Bon, notre système de santé et des soins est très bien établi entre-temps, et on a vu par exemple à l'occasion de la crise de la pandémie Corona qu'on a vraiment pu répondre avec bien sûr à ces défis, mais ça reste bien sûr aussi à long terme un grand défi pour garder un niveau suffisant pour ce secteur en ce qui concerne le personnel qualifié, en tout cas parce que vous connaissez en tendance le développement démographique de l'Allemagne vise, on va plus vieux en moyen, et donc aussi les services de soins sont encore plus nécessaires qu'auparavant. Voilà. Dernière rubrique de cet entretien, amis téléspectateurs, nous parlons culture, tourisme et sport. Comment peut-on reconnaître la culture allemande? Par la diversité. Donc nous avons bien sûr les deux niveaux, les coutumes où les régions se diffèrent considérablement, mais aussi par une politique culturelle qui a toujours reconnu aussi, on n'a pas centralisé tout à la capitale, mais nous avons des plus grands
sites culturels dans les régions de l'Allemagne. Et par exemple, pour une longue période, la capitale littéraire culturelle de l'Allemagne, c'était le petit village de Weimar au moyen de l'Allemagne. Ce n'était pas Berlin, ce n'était pas les grandes villes, Francfort, Munich de l'époque. Excellence, en 2020, les chiffres de l'Institut Goethe, donc le centre culturel allemand en Côte d'Ivoire, indiquaient 436 940 apprenants de la langue allemande, devant l'Égypte et le Cameroun. Donc ce sont des chiffres qui ont certainement évolué en 2024. Comment expliquez-vous cet intérêt pour votre langue en Côte d'Ivoire ? Tout d'abord, je suis très heureux de ces chiffres, mais je suis aussi encore à la recherche des détails. Pourquoi? Je crois, en tout cas, il y a deux conditions cadres. Il y a un intérêt manifeste ici. L'allemand est bien établi dans le système scolaire comme deuxième langue. Et deuxièmement, il y a des institutions d'enseignement d'allemand pour les enseignants très performantes aux universités de Abidjan et de Bouaké. Donc, voilà, quelques explications. Et depuis votre prise de fonction, est-ce que vous avez eu le temps de découvrir un petit peu la culture ivoirienne? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, oui, je dois dire, j'ai fait un peu la connaissance. Aussi, la Côte d'Ivoire se distingue par la diversité de la culture traditionnelle. Donc, je connais les masques, je connais un peu les danses maintenant. De l'autre côté, il y a bien sûr la culture moderne, la musique. Je suis particulièrement heureuse des artistes dans les relations bilatérales. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux sites touristiques, voilà, que beaucoup de personnes affectionnent. En avez-vous déjà visité? Si oui, lesquels? Bon, un peu à Abidjan, alentour. Grand Bassam et Assini. Je pourrais aussi dire l'ambassadeur d'Allemagne est ici pour travailler, pas pour faire les vacances. Malheureusement, mais quand même, hein, j'ai fait un peu de déplacement à l'intérieur. Pour moi, c'est le plus important de parler avec les gens sur la vie et sur les perspectives. C'est vrai que l'ambassadeur de l'Allemagne est ici pour travailler, pas pour faire des vacances, mais on a ici en Côte d'Ivoire de très bons plats, voilà, que les étrangers affectionnent. Avez-vous déjà goûté à la cuisine ivoirienne? Et si oui, lequel des mets, voilà, avez-vous aimé? Bien sûr, je ne suis pas encore expert pour votre cuisine. Mon favori, c'est Aloko, en tout cas. Je sais que Atiéké, ça c'est un peu votre fierté nationale, spécialité. Donc, bon, poulet braisé ou poisson braisé, ça va toujours. Tiens, ça c'est super. Le football est le sport roi en Côte d'Ivoire. Il y a eu dernièrement la CAN ici. Les autorités ivoiriennes et allemandes coopèrent-elles pour développer ce sport, facteur de rapprochement des peuples? Bon, le sport en général, oui. Ça, il y a aussi un programme de bourse. Dans ce cas-là, on peut régler, je peux reconnaître. Pour le football même, je crois, le champion d'Afrique n'a pas besoin de trop d'assistance. Nous devons, avec notre championnat d'Europe en Allemagne en juin, en juillet, nous devons vous suivre, donc on va voir comment ça se passe. On peut peut-être apprendre de la Côte d'Ivoire. Découragement, ce n'est pas ivoirien. Ça, c'est vraiment pour moi le mot de cette année. Mais pour continuer avec le football même, il y a déjà sur le plan local aussi des coopérations. Le club de Mayence a une coopération avec un club à Jacquesville, par exemple. Donc, il y a plusieurs éléments. On peut, je crois, laisser le football déjà dans les mains de privés ou des initiatives individuelles. Merci, Excellence. Merci, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce temps d'entretien. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Merci. On va ensemble dire merci à son Excellence. Merci, Excellence. C'était un plaisir. Alors, Excellence, votre mot de fin. Bon, tout d'abord, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci pour avoir la chance d'échanger un peu sur l'Allemagne et porter un peu les informations. Mais pour les spectateurs, je suis très heureux d'être en Côte d'Ivoire et je vais rester quelques années. Et je suis bien sûr pas seulement optimiste pour le déroulement, mais
Mais je me réjouis déjà des rencontres avec beaucoup de monde à l'extérieur. Croyez-nous, nous sommes aussi très heureux de vous recevoir en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Excellence. Amis téléspectateurs, nous recevions pour ce plateau de Elview son Excellence Matthias Wiltin, ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons pour d'autres plateaux de Elview. Shalom.